Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire, à nouveau secouée par des mutineries. Des soldats armés sont descendus dans les rues pour réclamer le paiement de leurs primes au lendemain de leurs excuses au président de la République. L'exécutif tunisien fait appel à l'armée pour sécuriser les sites de production, une décision prise suite aux nombreux mouvements sociaux qui paralysent quelques activités économiques dans le pays. Le nombre d'établissements privés d'enseignement supérieur congolais n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Certains acteurs de l'éducation s'interrogent sur le rôle de ces centres de formation. En Côte d'Ivoire, la trêve des mutins aura été de courte durée. Ce vendredi 12 mai, des soldats armés sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays pour exiger le paiement de leurs primes, une réaction qui contraste avec leur regret exprimé à la veille sur les mutineries de janvier 2017. Deogracias Podo. Au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que Père de la Nation, chef suprême des armées. Quelques heures après l'annonce à la télévision nationale du renoncement des ex-mutins à toute revendication financière, de nouveaux coups de feu ont été entendus à Abidjan, à Bouaké, comme dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. En signe de protestation contre l'annonce faite la veille par le sergent Fofana, porte-parole des ex-mutins, plusieurs dizaines de soldats réunis devant le bataillon du génie à Bouaké ont manifesté leur mécontentement. Très vite, la contestation a gagné d'autres villes telles que Mans, Guiglo et Odiéné. M. Soro Guillaume avait effectivement eu des promesses de la part de leurs dirigeants, comme quoi, une fois que le docteur Alassane Ouattara sera au pouvoir, il allait avoir des perdièmes. Ce qui n'a pas été le cas. Moi, à mon humble avis, il n'aurait pas dû effectivement accéder aux dirigeants des militaires parce que c'était une boîte de Pandore qui venait d'ouvrir. Et il y a eu maintenant ceux qui ont été intégrés dans l'armée, ça veut dire les anciens FDS qui étaient pro-Babo, on va dire. Ils voient leurs collègues qui ont reçu les uns 5 millions, les autres 7 millions de francs CFA. Eux n'ont rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une division profonde, je dis bien une division profonde au sein de notre armée. Les multiples mouvements de protestation de l'ensemble des forces de sécurité ont mis à mal le climat socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le pays reste durement touché par l'effondrement des cours du cacao, son premier produit d'exportation, et les solutions financières pour apaiser la tension sociale ont eu des conséquences sur l'économie. Mais malgré ces difficultés budgétaires, les autorités ont promis une amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, en particulier des militaires. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Je voudrais que vous soyez assurés que je veillerai moi-même particulièrement en tant que chef suprême des armées, mais également en tant que ministre de la Défense, à la bonne exécution de toutes ces mesures. Depuis début janvier, la Côte d'Ivoire est secouée par une mutinerie de différentes branches de l'armée. Une situation qui paralyse à chaque fois les grandes villes comme Abidjan ou encore Bouaké. Également dans l'actualité, en Centrafrique, le premier bataillon des forces armées centrafricaines a été mis en place ce jeudi 11 mai. 650 soldats sont officiellement entrés en fonction. Notons qu'après le coup d'État et la crise qui a duré de 2013 à 2016, les FACA ont été partiellement dissoutes. Pendant plusieurs mois, la force européenne a accompagné ces soldats dans leur reconstruction. En Tunisie, la fronde sociale s'intensifie. Ces dernières semaines, de nombreux mouvements sociaux ont paralysé les activités de plusieurs entreprises. Face à cette situation, le président Béji Caïd Essebsi a décidé de faire appel à l'armée pour sécuriser les sites de production. Clément Joël Soala. La protection des sites industriels en Tunisie sera désormais assurée par l'armée pour dissuader les mouvements sociaux susceptibles d'empêcher leurs activités. Cette décision a été annoncée par le président Béji Caïd Essebsi mercredi 10 mai lors d'un discours au Palais des Congrès de Tunis. En effet, la Tunisie est en proie depuis quelques semaines à une grogne sociale croissante qui touche essentiellement les régions de l'intérieur du pays, celle de Tataouine dans le sud en l'occurrence. À partir de maintenant, j'ai décidé que l'armée protégera les sites de production du phosphate, du pétrole, de l'agriculture et les sites touristiques. Je tiens à mettre en garde que l'armée sera ferme dans cette mission.
Lors de ce discours ferme, le président Béji Caïd Essebsi a également critiqué les appels à manifester de certains partis politiques et de la société civile contre un projet de loi dit de réconciliation qu'il a proposé en 2015. Il a aussi rejeté l'idée d'élections anticipées et de reconstitution du gouvernement réclamée par des opposants. La démocratie est quelque chose d'intouchable en Tunisie et il faut maintenant travailler pour continuer dans le même processus. Et ça, c'est très important. Je trouve que M. le Président a donné des messages d'espoir et de certitude et clair. La Tunisie est le seul pays ayant réussi jusque-là sa transition politique suite au printemps arabe. Cependant, il ne parvient toujours pas à relancer son économie 6 ans après la chute du régime de Ben Ali. Le déficit public du pays continue de se creuser. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, le processus de réconciliation nationale est en cours. Le Conseil des ministres a nommé 9 membres qui seront en charge de former le Conseil de réconciliation nationale conformément à la feuille de route de sortie de crise datée de 2011. Rappelons qu'en 2009, Madagascar a été secoué par une crise politique qui a fait une centaine de victimes. À la rencontre d'Aïssata Diakité, une jeune malienne de 28 ans, chef d'entreprise. Sa marque de jus de fruits spécialisée dans la transformation de fruits locaux sera lancée mi-2017, mais elle est déjà classée parmi les start-up les plus innovantes du monde francophone. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Ingénieur d'une école d'agroalimentaire en Picardie dans le nord de la France, Aïssata Diakité, depuis son Mali natal, aide sa mère dans la vente du yaourt et des jus de fruits. Les diplômes en poche, elle constate l'absence de fruits africains dans le marché français. De retour à Bamako, elle lance une unité de production de jus d'hibiscus, de gingembre et de mangue, non sans difficulté. Zaban Holding se veut une alternative à la dépendance des produits importés. Je suis née au Mali, dans une région très agricole et culturelle, où la saisonnalité des produits ont bercé mon enfance. On a beaucoup de produits de qualité, des produits dont la plupart sont des produits sauvages, qui poussent à l'état naturel. Entre guillemets, c'est des produits bio. Une grande potentialité, beaucoup de produits qui sont très bons, qui ont beaucoup de vertus, qui ne sont pas encore connus. Et mon ambition principale en développant même le projet Zaban en 2014 avec le programme Entrepreneurs en Afrique, c'était de valoriser toutes ces potentialités-là qui ne sont pas connues, qui ont des vertus et qui sont très bons. Ayant retenu l'attention du ministère français des Affaires étrangères et de l'Organisation internationale de la francophonie, 200 000 € sont investis par Aïssata Diakité pour lancer le projet. Elle vient de conclure un partenariat avec le groupe hôtelier africain Azalai Hotel avec une livraison de 625 litres de jus naturel par jour, soit 2500 bouteilles. Notre objectif principal, c'est de valoriser nos produits locaux. Actuellement, on a développé la gamme Zaban, qui est une gamme de jus de fruits naturels, nutritionnels, 100% équitable aussi, parce qu'on travaille avec nos agriculteurs locaux, qui ne sont pas des partenaires de l'entreprise, mais vraiment des membres de l'entreprise avec qui on collabore en continuité pour structurer nos filières et avec un partenariat gagnant-gagnant. L'usine des Zaban Holding en construction dans le quartier Sebeni-Koro ouvrira ses portes en juillet prochain. Avec une capacité d'embouteillage de 1000 litres par heure, l'usine compte ouvrir une filiale en France dès 2017 avec un chiffre d'affaires estimé à 250 000 € à la fin de l'année. Au Congo-Brazzaville, l'unique établissement supérieur public a une capacité d'accueil limitée, d'où la multiplication du nombre d'établissements privés dans le pays. Il y en aurait une cinquantaine sur l'ensemble du territoire national et certains acteurs de l'éducation s'interrogent sur le rôle de ces établissements privés. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. La République du Congo compte plus d'une trentaine d'établissements privés d'enseignement supérieur. Ceux-ci complètent les capacités d'accueil limitées de l'unique université publique que compte le pays, l'université Mariangwabi. Le privé doit constituer un peu comme l'alternative, vient en complémentarité de ce qui se fait au niveau du public. La preuve, c'est que dans ces établissements privés, ceux qui professent là-bas, ce sont pour la plupart des cadres du secteur public. Avec les 11 établissements que compte l'université Mariangwabi, le secteur privé détient un rôle important dans la formation des cadres. Mais plusieurs experts du domaine de l'enseignement pensent que ces établissements privés limitent la notoriété de l'université Mariangwabi. On voit naître par-ci, par-là des universités privées. Et à mon avis, cette façon de laisser naître les universités privées contribue à détruire l'université Mariangwabi. À mon avis, elle vient pour diminuer l'université parce que ces universités déjà regorgent les étudiants qui n'ont pas le niveau, les étudiants qui craignent
de redoubler à l'université Mariam Ngouabi. Afin d'accorder plus de crédibilité aux diplômes qui sont délivrés au sein des établissements privés d'enseignement supérieur, des enseignants ont proposé la mise en place d'un organe de régulation. Il faut, au niveau de l'enseignement, un système de régulation comme ça existe au niveau des télécommunications, au niveau même des marchés d'État. Il faut un organe de régulation indépendant et des ministères et de promoteurs. Certains établissements privés proposent aux étudiants des conditions d'études de haut standing pouvant limiter un éventuel exode à l'étranger. On y trouve une affluence féminine, soit 52% selon les estimations des observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.